Alors, pour les camarades, alors ça, c'est pour ceux qui sont derrière leur écran. Alors, on va enchaîner avec l'ulcère de jambe. C'est un petit chapitre. Ça vous fera toujours un cours en plus. Donc, comme ça, merci. Alors, c'est quoi un ulcère? Donc, on passe à autre chose. Alors, d'abord, pour l'acné, il n'y a pas de questions. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait des questions pour l'acné. Non, il n'y avait pas de questions. Alors, on oublie la question dans la région au niveau de la jambe. Alors, c'est quoi l'ulcère de jambe? Alors, il a une définition simple. L'ulcère de jambe est une perte de substance. C'est une ulcération chronique. Cette ulcération doit durer au-delà d'un mois et qui n'a pas tendance à la cicatrisation, et l'ulcère de jambe est toujours d'origine vasculaire. C'est-à-dire, on va éliminer les autres origines d'ulcération. Sachez que l'origine veineuse, c'est la plus fréquente, mais on peut avoir une origine artérielle, on peut avoir les deux à la fois. On verra comment faire la différence. Alors, c'est une maladie à forte morbidité. Alors, si on a une ulcération, vous devinez, il y a du sointement, on a mal, on ne peut pas marcher. Donc, il y a une assez importante morbidité avec certaines conséquences. On peut avoir donc des hospitalisations carrément, parce que ça reste aussi une porte d'entrée. C'est une effraction, donc ça peut être une porte d'entrée infectieuse. Et puis, il y a une impotence fonctionnelle et un retentissement socio-professionnel. Donc, il faut connaître, il faut savoir prendre en charge un ulcère. Donc, vous avez vu ou jamais des ulcères de jambes? Non. Que non? Dans les photos? Sur les photos? Ben, c'est déjà ça. Alors, c'est fréquent. Il représente, s'il vous plaît, au fond. Si vous avez des questions, c'est ici. Jeune homme, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, c'est ici. Il représente de 1 à 1,3%. Alors, il y a une augmentation donc, de cette prévalence avec l'âge. Pourquoi? Parce que plus on avance dans l'âge, il y a plus de problèmes donc, vasculaires, d'insuffisance veineuse, d'insuffisance artérielle associée, donc qui expose à ce risque d'ulcère de jambe. Il représente jusqu'à 2 à 5% de plus de 80 ans. C'est beaucoup. Hein. Alors, sachez que l'origine veineuse représente 70% des cas. Artérielle, 20%, et puis vous avez d'autres, alors ça c'est pour les gros vaisseaux, et 10% pour les autres. On peut avoir l'origine lymphatique, micro-artériolaire, donc il peut y avoir d'autres substrates vasculaires. Avec une nette prédominance féminine, donc avec un sexe ratio de 1,6. Alors, sur le plan physiopathologique, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, la physiopathologie, elle est différente, qu'elle soit celle de l'ulcère veineux ou artériel. Mais souvent, gardez en tête, il va y avoir combinaison des deux parce que rarement on a un ulcère donc, pur veineux ou artériel. Concernant donc l'ulcère veineux, on va avoir donc une insuffisance veineuse chronique. Alors, cette insuffisance veineuse chronique, elle va être la conséquence d'anomalies valvulaires. Alors, comme vous savez, il y a un système veineux profond, il y a des veines superficielles, il y a des veines donc afférentes, donc perforantes qui vont relier les deux. Maintenant, toutes les valves là, elles vont venir s'opposer. Pourquoi? Parce qu'il y a une hyperpression. Donc, le sang va affluer. Maintenant, si les valves sont défaillantes, il va y avoir stase, œdème, déperdition, donc déperdition hydrique. Et puis, bien sûr, ce sang, au lieu de remonter, il va venir s'écouler au niveau des veines superficielles, entraîner cette stase qui va être à l'origine des varices. Pourquoi? Parce qu'il y a accumulation de sang à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on a donc des anomalies valvulaires. Donc, responsable, donc conséquence plutôt de cette hyperpression et de ces valves donc incompétentes. À côté, on peut avoir, donc ça, c'est tous les mécanismes physiopathologiques qui peuvent donc aboutir donc, à cette insuffisance veineuse. À côté, on peut avoir une thrombose. Alors, la thrombose, elle intéresse les veines profondes. C'est pour ça que lorsqu'on fait un Doppler, il faut voir tout ce qui est réseau superficiel et profond. On doit rechercher s'il n'y a pas un thrombus, s'il n'y a pas une compression. Alors, quand on dit thrombose, ça peut être par un caillou, comme ça peut être une compression externe. Et puis, enfin, vous avez, alors, ce qui participe, bien sûr, on a les vaisseaux. Et puis, on a ces veines-là qui doivent être perméables. Et puis, qu'est-ce qui participe à chasser le sang? On a la pompe musculaire.
notamment celle du mollet. Lorsqu'on marche, donc le muscle se contracte, il va aider donc à cet afflux, bien sûr, de sang. Donc si on a une défaillance au niveau de l'une de ces trois voies ou sur les trois, donc vous devinez qu'il va y avoir du reflux de sang, une stase, une hyperpression, alors qui sera responsable d'une souffrance donc vasculaire, microcirculatoire à la langue. Il va se constituer bien sûr des lésions, de l'hypodermatosclérose. À cause pourquoi? Parce qu'il va y avoir de l'inflammation, il va y avoir une stase, il va y avoir une fuite. Donc ces lésions-là vont entraîner une fragilité donc du tégument. C'est pour ça que au moindre traumatisme, à la moindre effraction, il va y avoir une effraction cutanée, une ulcération qui va constituer tout doucement notre ulcère de jambe. Donc ça, c'est les mécanismes de constitution de l'ulcère d'origine veineuse. Concernant l'ulcère d'origine artérielle, donc souvent on va avoir un terrain donc athéromateux, d'athérosclérose, donc sujet tabagique, diabétique, hypertendu, sur lesquels on va retrouver certains mécanismes. Alors, ils vont pas être, on peut avoir bien sûr des troubles, donc on va faire la crasse sanguine, on va retrouver une thrombocytose, on peut retrouver donc des troubles de la thrombogénèse. Alors, il va y avoir une hyperviscosité associée. Alors, ça peut ne pas être perceptible par les examens, donc c'est complémentaire. Donc, c'est plus le substratum physiopathologique. Parfois, on peut avoir également une altération de la contractilité artériolaire alors à cause de toutes ces plaques donc d'athérome et de calcification. Donc la conséquence va être ce que vous connaissez sous le terme donc d'artériopathie périphérique oblitérante, donc qui va entraîner donc un défaut de perfusion. Donc ce défaut de perfusion va aboutir à une ischémie et puis enfin, toujours avec cette fragilité donc du tégument, et donner ce qu'on appelle l'ulcère artériel. Alors, on peut avoir donc des anomalies veineuses, des anomalies artérielles et des anomalies lymphatiques. Alors ça, c'est un lymphœdème. Alors, à travers ce qu'on appelle la microangiopathie lymphatique, donc il va y avoir une fuite capillaire, un œdème qui va être transitoire, souple dans un premier temps. À la longue, si on ne remédie pas, il va y avoir donc un œdème qui va devenir fixe, ce qu'on appelle, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le terme, éléphantiasis, c'est un œdème donc constitué, donc d'origine donc lymphatique et qui va devenir permanent, et qui est secondaire à cette fuite micro-circulatoire. Alors, comment examiner un ulcère? Donc, on doit compter le nombre d'ulcérations. Donc, d'abord, l'ulcère, il est défini par quoi? Il est défini par la lésion elle-même. Donc, la lésion, elle est constituée par un bord et par un fond. Et puis, vous avez bien sûr tout le tégument qui est tout autour. Et bien sûr, vous avez le reste. Donc, l'état circulatoire vasculaire chez le patient et un examen général. Ça, c'est le rudiment donc, de votre examen clinique. Concernant l'ulcère, on va compter le nombre. Pourquoi? Parce que plusieurs ulcérations nous orientent vers plutôt vers une étiologie artérielle, alors que des ulcérations peu nombreuses vont nous orienter plutôt vers une origine veineuse. On va également observer la taille, on va observer le siège qui va être différent selon. Alors le siège va nous permettre également une orientation diagnostique. Vous avez le caractère uni ou bilatéral, c'est-à-dire est-ce que les troubles circulatoires se font sur les deux, donc jambes ou non. D'ailleurs, toujours quand vous demandez votre Doppler, votre écho de Doppler, il doit être artério-veineux, même si vous suspectez une origine veineuse, il doit être artério-veineux et toujours bilatéral. On ne fait pas que celui du membre malade. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une souffrance de l'autre côté sans qu'il y ait ulcère de jambe. Et puis, pourquoi? Parce que quand on sera appelé à traiter, on va bien sûr traiter l'ulcère de jambe, parce que c'est une conséquence. Mais on est appelé à traiter l'étiologie, la cause. La cause, c'est cette insuffisance circulatoire. Et sur l'insuffisance circulatoire, on est appelé parfois à utiliser ce qu'on appelle les bas de contention. Alors, sur les bas de contention, c'est
c'est des techniques. Et puis, bien sûr, elle devra être adaptée aux deux membres au cas où il y aurait des altérations des deux côtés. On examine également le fond. Alors, le fond, est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est bourgeonnant? Est-ce qu'il est alors nécrotique? Est-ce qu'il est donc... Ça, vous devez apprécier tous ces critères-là. Les bords. Alors, les bords peuvent être au même niveau, peuvent être de niveaux différents. Ils peuvent être très bourgeonnants. Ils peuvent être collés, décollés. Donc, tout ça va vous orienter. Et puis, enfin, vous avez le signe fonctionnel. Alors, on va rechercher deux signes. Vous avez le caractère douloureux des lésions qui va nous orienter vers une origine artérielle. Très bien. Le prurite nous oriente vers quelque chose d'autre. Alors, normalement, l'ulcère de jambe n'est pas prurigine. Alors, le prurite, il est souvent non pas sur l'ulcère, mais sur la peau, en général périulcéreuse. Alors, si on a une peau qui est un petit peu prurigineuse, il faut suspecter une eczématisation. D'accord? Maintenant, cette peau périulcéreuse, elle est différente, qu'il s'agisse d'un ulcère veineux ou d'un ulcère artériel. Sur une origine veineuse, qu'est-ce qu'on va avoir? Étant donné qu'il y a une stase, il y a une insuffisance veineuse chronique, il va y avoir souvent de l'œdème. Alors, cet œdème, il va être situé en général au niveau des chevilles. Il va bien sûr être amélioré par la position donc couchée. On peut avoir ce qu'on appelle un eczéma variqueux. Alors, l'eczéma variqueux, c'est comme vous voyez, alors les lésions, on a l'impression que c'est des lésions d'eczéma. Alors, ce ne sont pas dues à une eczématisation. Elles peuvent être bien sûr dues à l'eczématisation, comme elles peuvent être dues tout simplement à notre ulcère, à notre origine veineuse. On va avoir également ce qu'on appelle la dermite ocre. C'est ce que vous voyez sur la photo là. Alors rouge, alors c'est cette rougeur là. Donc il y a une rougeur qui va s'installer, donc qui est évocatrice d'une origine veineuse. À un stade ultime, on va avoir alors la lipodermatosclérose, c'est des lésions bien sûr histologiques, mais on peut voir leur expression clinique à travers cet aspect que vous voyez, à travers de peau qui va être dure, un petit peu cartonnée, calcifiée à la limite. Et puis, à un stade ultime, on va avoir ce qu'on appelle l'atrophie blanche, c'est-à-dire que c'est une évolution cicatricielle, soit de notre ulcère, ou carrément, donc, c'est des troubles trophiques associés à notre insuffisance veineuse. Donc, ça, c'est pour l'ulcère veineux. Maintenant, concernant l'ulcère artériel. Alors, on va avoir les troubles trophiques associés, c'est-à-dire défaut de perfusion, on va avoir une peau qui va être froide, cyanotique, une dépilation, un allongement donc du temps de recoloration, et puis cette pâleur, dès qu'on surélève en plus, au lieu d'avoir une amélioration, on va avoir au contraire donc une pâleur du membre à cause donc de toute cette insuffisance artérielle. Comment on va examiner? On va examiner de deux façons différentes, selon la suspicion donc de l'origine veineuse ou artérielle. Pour l'ulcère veineux, le patient devra être debout. Pourquoi? C'est pour voir s'il y a des varices ou non. Parce que s'il se met allongé, ça y est, les varices vont disparaître. Alors, donc on va déshabiller. Par contre, on ne va pas se contenter de voir que la cheville. Donc on va examiner tout le réseau. Donc vasculaire, on va inspecter, on va palper, on va percuter. Donc on va voir s'il n'y a pas des... On va voir tout le réseau donc veineux pour voir s'il n'y a pas... Parce que parfois c'est un peu plus haut situé. De toute façon, cet examen sera bien sûr complété par un échodoppler pour conforter votre diagnostic. Concernant le réseau artériel, donc il devra se faire sur un patient. Donc l'examen devra se faire sur un patient allongé. On va palper, on va ausculter, on va essayer de rechercher surtout les poux. Hein. Maintenant, il peut y avoir une abolition des poux. Et puis, bien sûr, bien examiner la peau périulcéreuse. Ne pas oublier le retentissement lymphatique à travers les œdèmes élastiques rénitents. Et puis, bien sûr, un œdème, comme je vous disais tout à l'heure, il faudra lui faire une contention pour éviter que cet œdème-là ne devienne fixe, donc inélastique et ne répondant pas à cette contention élastique. S'il vous plaît, au fond. Et cette contention élastique, elle est différente. Alors, la contention élastique est différente qu'il s'agisse d'une origine veineuse ou artérielle. D'accord? Donc, elle devra normalement... Alors, on a facilité... Avant, on faisait ça par les bandes velpo élastiques ou encore les bandes fixes. On faisait l'association.
Mais maintenant, ça a été facilité par l'utilisation tout simplement des bas de contention, donc on va d'emblée préconiser cela. Toujours complété par un examen somatique. Alors, on va rechercher les antécédents, des antécédents chirurgicaux qui pourraient nous orienter vers une origine donc, secondaire, thromboembolique éventuellement. Alors, antécédents de gynéco également. Vous avez les facteurs de risque, donc on va retrouver tout ce qui est HTA, diabète, bien sûr, théromateux, la sédentarité, la profession, on va avoir le tabac, donc les habitudes donc, toxiques, et puis bien sûr les signes fonctionnels. Maintenant, si on a une douleur, une claudication, donc une douleur des paresthésies au repos, donc on sera orienté beaucoup plus donc, vers des signes d'artériopathie. Puis enfin, on complète par un examen général. Puis on va voir s'il n'y a pas de retentissement donc loco-régional, notamment sur l'appareil locomoteur. Pourquoi? Parce qu'à force de ne pas bouger, donc une articulation, il y a un risque de gonarthrose. Et puis parfois, il y a carrément des déformations, alors des déformations donc vicieuses, un petit peu dues à une marche donc un petit peu. Donc il faut prendre en considération tous ces éléments-là afin d'y remédier. Les examens complémentaires. Donc, le Doppler est l'examen de choix, non invasif, répétitif. Donc, on envoie directement notre patient faire un écho-Doppler. Alors, il y a d'autres examens. Alors, on peut faire ce qu'on appelle la plétismographie, mais bon, ce n'est pas des examens de pratique courante. Vous avez donc la mesure donc, de l'oxygénation et de pression systolique. Alors ça, c'est surtout pour le geste chirurgical. S'il vous plaît, au fond, jeune homme, si ça ne vous intéresse pas, c'est dehors. Alors, vous avez par contre des gestes beaucoup plus invasifs, ils seront réservés aux gestes thérapeutiques. On peut faire donc une exploration donc opératoire, mais ce sera pour guider notre geste donc thérapeutique, à savoir la phlébographie et l'artériographie. Et puis enfin, on peut pratiquer une TDM ou une IR. Oui. Alors, l'insuffisance lymphatique, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas les lymphatiques. Les lymphatiques, c'est des micros, donc c'est très difficile. Alors, normalement, il y a une TDM, il y a, comment dire, c'est une TDM vasculaire, mais elle n'est pas pratiquée partout. Sincèrement, il me semblait qu'il n'y avait que sur Alger qu'on pratiquait le réseau lymphatique. Enfin, je ne sais pas, peut-être que là, il faudra chercher si ça ne se fait pas. Mais sinon, le réseau lymphatique, on ne peut pas le voir. On va deviner un petit peu à travers l'œdème. C'est l'œdème qui vous oriente vers ça. Alors, concernant l'ulcère, maintenant, cliniquement, comment vont se manifester ces ulcères-là? Concernant l'ulcère veineux, alors pour l'ulcère veineux, alors il va toucher beaucoup plus la femme, au-delà de 50 ans, avec un terrain particulier. Souvent, c'est une femme obèse avec des antécédents de varices, d'insuffisance veineuse chronique. Alors, l'ulcère, il est particulier, il est de grande taille. On va avoir des ulcérations qui vont être peu nombreuses et siégées, voilà, au niveau du tiers inférieur, périmalléolaire. Alors, on peut retrouver également un siège un peu plus supérieur au niveau du mollet, mais ça reste des ulcérations comme vous le voyez là. Alors, on va d'abord compléter avec et puis par la suite s'intéresser à l'ulcère. Alors, bien sûr, vous allez voir tous les troubles trophiques qu'on a vus tout à l'heure à travers la dermitoque, l'hypodermatosclérose, l'eczéma variceux. Les varices, on peut objectiver bien sûr des varices. Alors, les varices, elles sont souvent fréquentes. Et puis, cet œdème, la patiente va vous rapporter cet œdème vespéral, donc, qui disparaît à la position couchée. Et puis, maintenant, quand on va s'intéresser à comme vous le voyez, alors, c'est une grosse ulcération. Alors, les bords sont collés, donc ils ne sont pas décollés, donc comme vous le voyez là. Et puis le fond, il est recouvert de fibrine. Alors cet aspect jaunâtre, blanchâtre est un aspect normal de l'ulcère de jambe. Ce qui veut dire que ça n'est pas une surinfection, parce qu'on a tendance à croire que la fibrine est un tissu un petit peu cicatriciel. Donc, on a tendance à croire qu'il y a une surinfection. Donc, il est inutile de mettre le patient sous antibiothérapie.
Alors, s'il y a surinfection, ça ne va pas se manifester comme ça, on va avoir du pus. Et en général, il y a des phénomènes inflammatoires qui vont être associés par l'existence. Donc, c'est plutôt sur la peau péri-ulcéreuse qu'on va retrouver ces phénomènes-là inflammatoires qui vont vous orienter vers une surinfection secondaire. D'ailleurs, au moindre doute, il faudra toujours faire tout simplement un prélèvement bactériologique pour voir s'il n'y a pas de surinfection. Maintenant, on va faire pratiquer notre échodoppler. Notre échodoppler, il va situer donc le problème, donc le siège. Il peut vous montrer donc le syndrome de reflux, qui va être donc l'expression, dans l'expression clinique, ça va être les varices. Et puis bien sûr, si vous avez un syndrome obstructif, aussi bien thromboembolique que compressif. Maintenant, s'il y a une compression, parce qu'on peut avoir par exemple un paquet des adénopathies qui vont venir comprimer, et là, par contre, on devra compléter par une échographie des parties molles, par exemple, ou encore une TDM. Parce que quand on parle, c'est vrai qu'on a tendance à penser origine vasculaire, mais il y a d'autres, comment dire, il peut y avoir d'autres origines, donc qui vont être la cause donc, de notre compression, notre obstruction vasculaire. Alors, cet échodoppler devra normalement être complété par ce qu'on appelle la mesure des pressions donc systoliques, ce qui va nous permettre de nous orienter vers une origine veineuse pure ou une origine mixte, donc artério-veineuse. Maintenant, cette pression, donc cette EPS, si elle est située entre 0,9 et 1,3, donc l'ulcère veineux est considéré comme étant pur. Si votre IPS se situe entre 0,7 et 0,9, cet ulcère est dit mixte, mais à prédominance veineuse étant donné le caractère clinique des lésions. Pourquoi? Parce que la prise en charge diffère, qu'il s'agisse d'une origine veineuse ou d'une origine artérielle associée. Concernant l'ulcère artériel, alors là par contre, c'est des lésions qui vont beaucoup plus être... c'est des lésions qui vont apparaître chez l'homme au-delà de 50 ans. Alors, on va retrouver bien sûr tous les terrains habituels à travers l'HTA, tabac, donc un terrain athéromateux, dyslipidémie, donc il faut rechercher ces facteurs-là. L'ulcère, alors par contre là, on va retrouver, non pas comme tout à l'heure, alors l'ulcère de jambe d'origine artérielle, c'est souvent des petites ulcérations, les ulcérations sont nombreuses, elles sont petites et elles sont dites comme à l'emporte-pièce. L'emporte-pièce pour l'illustration qu'on a pris une espèce de moule comme ça et d'avoir donc tracé des cercles donc, sur la jambe de notre patient. Alors, il est dit comme suspendu. Alors, c'est-à-dire qu'il va toucher beaucoup plus de façon distale donc notre jambe. On va retrouver pratiquement au niveau au niveau des orteils, au niveau donc, de la partie pratiquement du dos du pied. Alors, les bords, par contre, sont dits, pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, vous voyez qu'ils étaient collés, qu'ils faisaient un petit peu suite. Là, ils sont dits abrupts. On a l'impression qu'ils sont coupés net, comme vous voyez là. Donc, il n'y a pas de continuité entre le fond et un petit peu l'ulcère et les bords de l'ulcère. Alors, bien sûr, vous avez tout ce qui est trouble trophique associé sur la peau périulcéreuse. Et là, en examinant, on va retrouver une diminution des poux. On peut retrouver carrément une abolition. Alors, on peut ausculter également. Bien sûr, on peut palper. Et puis, c'est des ulcères douloureux. Alors, cette douleur, elle est d'autant plus accentuée donc à la marche et sera, comme la claudication intermittente, donc favorisée, améliorée par donc la station quand on a les jambes donc ballottantes, par la station assise. Alors, maintenant à l'échodoppler, donc il va nous montrer donc une baisse de l'indice de l'IPS, alors qui va être de 1 à 1,3. Alors, normalement, l'échodoppler devra être, donc il faudra compléter par une échographie pour voir, parce que du moment où on a des vaisseaux, des artères distales touchées, c'est qu'il y a un risque également sur les gros vaisseaux, donc on devra compléter par une échographie, normalement par les carotides également, c'est pour aller chercher le terrain athéromateux. Pourquoi? Parce qu'au niveau des carotides, il y a un risque quand même de... Réveillez-vous un peu. Pourquoi on fait la carotide? Alors, oui, il y a un risque d'AVC. Donc, on ne va pas se contenter de traiter que notre ulcère artériel. Et puis, il y a le risque également d'anévrisme de l'aorte abdominale. Donc, c'est une prise en charge qui doit être globale. Et puis, enfin, vous avez l'angiographie. Maintenant, elle va nous situer donc, le siège, l'oblitération. Donc, aussi, on peut compléter. Donc, et elle se fait également pour, donc, c'est pour le geste thérapeutique.
Alors, on peut mesurer l'oxygénation transcutanée. Alors, l'oxygénation, alors pourquoi? Parce qu'ici, on n'a plus de... Vous devinez qu'il y a un risque. Alors, s'il y a un défaut de perfusion totale, il y a un risque de nécrose, c'est-à-dire que notre patient peut aller vers l'amputation. Donc, faites très attention. Donc, maintenant, si cette ischémie, elle est dite critique, donc elle est inférieure à 50% à la cheville et 30% au niveau du gros orteil, il y a un risque donc comment dire, de cette nécrose-là qui va donc aboutir à cette amputation-là. Et là, la prise en charge devra être rapide et se faire en milieu spécialisé et dans l'urgence. Alors, vous avez d'autres pathologies. Donc, ça ne va pas être sur les gros vaisseaux, ça va être sur la microcirculation. Alors, l'angiodermite nécrosante. Alors, c'est différent. Alors, si on fait un échodoppler, on va voir qu'il n'y a pas de problème sur les vaisseaux, sur les gros axes vasculaires. Alors, d'abord, comment elle va se manifester? Alors, on va avoir cette espèce d'ulcération dite à contour géographique. On a l'impression que ce n'est pas très net. Hein. Ce n'est pas comme tout à l'heure, on avait des cercles. Là, vous avez donc, elles sont assez superficielles, elles sont un petit peu nécrotiques. Déjà, dès qu'on voit nécrose, on pense plutôt origine en général artériolaire. Mais là, c'est les petites artérioles. Ce n'est pas sur les gros vaisseaux, donc ce n'est pas sur les grosses artères. Alors, sur le Doppler, on va avoir un Doppler normal. Donc, il n'y aura pas d'anomalie à l'écho-Doppler. Les lésions sont secondaires à des micro-infarctus, donc artériolaires. Et elles sont donc cette angiodermite. Alors, comme pour l'origine artérielle, elle va être donc douloureuse. Et puis, donc, elle va beaucoup plus apparaître chez la femme, donc au-delà de 60 ans, diabétique, sur un terrain hyper tendu. Alors, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'on touche aux petites artérioles. Et sur les petites artérioles, il y a les autres origines, il y a les autres étiologies qui sont les vascularites. Donc, devant une angiodermite nécrosante, on va rechercher s'il n'y a pas donc une maladie auto-immune, une vascularite éventuellement, par la pratique donc d'un bilan d'auto-immunité pour voir s'il n'y a pas une origine donc auto-immune pouvant sous-jacente. On termine avec la maladie de Berger. Alors, la maladie de Berger, vous connaissez ou pas? Alors, c'est des nécroses qui vont apparaître sur les doigts, sur les orteils, donc distales. Elles sont d'origine artérielle et elles sont dues à une seule cause et elles n'ont qu'un seul traitement. La cause, c'est le tabac et le traitement, c'est l'arrêt du tabac. D'accord? Et elles apparaissent chez en général, le sujet jeune, tabagique. La première question à poser, ça va être s'il y a intoxication tabagique ou non. Pourquoi? Parce que, alors, le problème qui se pose, c'est que s'il n'arrête pas le tabac, alors, cette nécrose, exactement, il y a une extension de proche en proche, et là, il y a le risque d'amputation. Alors, il y a les autres causes qui sont également d'origine vasculaire. On est toujours donc dans l'origine vasculaire, vous voyez qu'il y a d'autres étiologies. Donc, il y a l'origine veineuse qui va être la première cause, il y a l'origine artérielle, et puis il y a toutes ces vascularites-là. Alors, bien sûr, on a les vascularites de façon générale qui rentrent dans le cadre des maladies auto-immunes, mais sachez que la polyarthrite peut donner. Il y a ce qu'on appelle également le lupus et le syndrome des anticorps antiphospholipides. Alors, le syndrome des anticorps antiphospholipides peut rentrer dans le cadre d'un lupus, comme il peut être à part. Alors, cliniquement, il est responsable, donc il peut donner des vascularites, mais également, il donne, alors comment on suspecte ça chez la femme? Ça donne des avortements à répétition. Alors, il faut faire donc la recherche des anticorps anticardiolipines, donc, ou une sérologie syphilitique qu'on va dire qui va être dissociée. Donc ça, c'est des maladies donc auto-immunes. Vous avez bien sûr les hémopathies. Toutes les hémopathies peuvent entraîner donc des troubles thromboemboliques et donner donc des lésions de vascularite. On retrouve bien sûr les syndromes myéloprolifératifs, le déficit en protéines S et C. Et puis enfin, vous avez les hémoglobinopathies que vous connaissez à travers la drépanocytose ou la bêta-thalassémie. Et puis enfin, les maladies génétiques, bien que rares, vous avez le syndrome de Klinefelter, donc le karyotype XY, et puis vous avez le Werner. Le Werner, c'est le vieillissement cutané, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Alors, c'est des enfants qui vont vieillir, vont avoir un petit aspect de petit vieux comme ça, donc ça aussi, ça peut donner. Donc ça rentre, donc ça va donner des vascularites.
et des ulcères de jambes. Donc, si vous avez un Doppler, gardez en tête, si vous avez un Doppler normal, pensez aux vascularites. Et donc là, vous élargissez votre alors, vascularite d'un côté et hémopathie de l'autre. Donc, vous allez faire ces deux recherches-là pour éliminer donc, une origine hématologique. Alors, on termine. Je pense que dans 10 minutes, on aura terminé. Je pense qu'on aura terminé dans 10 minutes. Oui. Alors, enfin, sinon, on rajoute. Alors, ça, c'est... Alors, je vous fais juste la différence. Alors, c'est un petit schéma parce qu'il peut y avoir... Alors, ulcère de jambe, gardez en tête, c'est toujours origine vasculaire. Hein. Mais sachez qu'il faut éliminer toutes les autres ulcérations parce qu'on peut avoir des ulcérations infectieuses, traumatiques. Donc, c'est un récapitulatif de ça. Alors, quand est-ce qu'on va évoquer ces autres diagnostics? Alors, bien sûr, devant une localisation inhabituelle, parce qu'on a vu, c'est des localisations assez caractéristiques. Maintenant, même l'aspect, si l'aspect est différent, on va évoquer d'autres diagnostics. L'examen, bien sûr, vasculaire normal, quoique là, on ne doit pas passer à côté d'une... Je vous ai dit tout à l'heure, un Doppler normal n'élimine pas forcément une origine vasculaire, cependant, on doit se poser la question. Et puis, bien sûr, si on a une ulcération qui cicatrise vite, donc là, on n'est pas face plutôt à une origine, un ulcère de jambe, ou au contraire, si on a une évolution sans tendance à la cicatrisation, malgré une prise en charge correcte. Donc là, on va se poser également la question. Les autres diagnostics, ça va être ce qu'on appelle le pyoderma gangrénosome. Le pyoderma gangrénosome, c'est une maladie dite à neutrophile. C'est une maladie due à un infiltrat. C'est ce que vous voyez sur la photo du haut. C'est une perte. Alors, ça entraîne une perte de substance. Des pertes, en général, elles sont nombreuses. Ça peut être beaucoup plus profond, beaucoup plus creusant que ça. Il y a des polynucléaires neutrophiles, donc il va y avoir de la fibrine, du pus. On a l'impression qu'il y a du pus. Alors, c'est une maladie inflammatoire, mais qui peut être associée à d'autres choses. Donc, c'est une maladie de la peau à laquelle il faudra faire une recherche. Pourquoi? Parce qu'elle va s'associer souvent à des maladies inflammatoires du tube digestif et à des hémopathies. Donc, si on a le pyoderma gangrénosome, on doit rechercher donc ces autres manifestations-là. Vous avez les ulcérations infectieuses. Donc, dans les ulcérations infectieuses, on va retrouver l'ectyma gangréneux. On va retrouver également l'ectyma streptococcique. Les ectymas, c'est ces nécroses-là, donc c'est ces infections nécrotiques secondaires, donc infectieuses. Vous allez avoir la leishmaniose. La leishmaniose également peut être creusante. On peut avoir la tuberculose. Donc, faire toujours un examen cytobactériologique. À côté de ça, vous savez, vous avez tout ce qui est origine neurologique à travers le mal perforant plantaire. Donc, la première cause, ça va être bien sûr le pied diabétique. Donc, les lésions vont être localisées au niveau des points d'appui. Bien sûr, on va retrouver le terrain également associé. Et puis, bien sûr, il y a une absence, donc il y a une perte de la sensibilité. Donc là, vous allez faites votre examen clinique. Vous avez également tout ce qui est cause tumorale. Alors, toute ulcération n'est pas forcément une perte de substance. On verra ça ensemble. Même les carcinomes peuvent se manifester par une perte de substance. Donc, au moindre doute, on va pratiquer une biopsie. Puis enfin, vous avez donc ce qu'on appelle la pathoménie, c'est-à-dire des lésions auto-provoquées. On termine maintenant avec le traitement. Alors, il reste combien de temps? Alors, sachez qu'en matière d'évolution, l'ulcère veineux évolue mieux que l'ulcère. Il est plus facile à traiter, on va dire, et évolue à une meilleure évolution. Alors, maintenant, si vous avez troubles ischémiques, troubles de la vascularisation, revascularisation, on fait très attention. Donc, il y a un risque quand même de perte du membre. Alors, les complications connues sont bien sûr les complications infectieuses, ça reste une porte d'entrée. Donc, comment suspecter cela? C'est devant la douleur, devant la chaleur, devant les modifications, la rougeur. Donc là, il faut faire toujours, comme je vous ai dit, le prélèvement. Et le risque hémorragique. Alors, le risque hémorragique existe parce que ça reste des vaisseaux. Alors, parfois, c'est très creusant. Alors, premier réflexe, si vous avez une hémorragie, c'est quoi? C'est comprimer, faire toujours un pansement compressif. On comprime. Alors, maintenir, bien sûr, vous avez l'oxygéné, il y avait des produits qui permettent un petit peu de venir à bout de ça. Mais le premier réflexe à avoir, c'est la compression.
Donc ça, c'est un réflexe que vous devez garder pour vous. Donc à chaque fois que vous avez une hémorragie, vous comprimez. Je ne parle pas du garrot ou tout ça. Mais si vous avez une ulcère de jambe ou une lésion qui saigne, vous allez comprimer. Le saignement donc va s'arrêter au bout d'un certain moment. Sauf bien sûr s'il y a des troubles de la trace sanguine. Vous avez l'ankylose de la cheville, donc il faut faire attention. L'eczéma, il y a un risque d'eczématisation, notamment avec les antiseptiques. C'est pour ça qu'on ne va pas les utiliser souvent. Pourquoi? Parce qu'en général, l'ulcère de jambe, s'il est propre, donc on va nettoyer, on ne va pas utiliser les antiseptiques souvent, chaque jour. Et puis, il y a ce risque de transformation. Alors, sur une lésion inflammatoire chronique, gardez en tête qu'il y a toujours un risque de transformation carcinomateuse. Donc, toute modification devra faire pratiquer une biopsie. Concernant le traitement, bien sûr, on va faire le traitement de l'étiologie et puis le traitement local. Alors, pour l'ulcère veineux, on va faire une contention élastique dite multicouche. Alors, elle va améliorer bien sûr le retour veineux, diminuer l'œdème, et puis on va faire une destruction. Maintenant, on peut faire une sclérose des varices, on peut faire une chirurgie. On peut associer bien sûr ça des traitements un petit peu d'appoint, à savoir les vénotoniques, la physiothérapie, quoique le drainage lymphatique peut aider également à la résorption donc, de l'œdème. Les cures thermales, c'est plus un traitement d'appoint, c'est vraiment des compléments de traitement. Concernant maintenant le réseau artériel, donc on va utiliser plutôt des médicaments, les vasodilatateurs, on va utiliser les analogues de la prostacycline, on peut utiliser également des antidouleurs parce que ça reste assez douloureux. Et puis vous avez la chirurgie, le pontage, à travers le pontage, la désobstruction. Et puis bien sûr, traiter le terrain. Donc en général, c'est un terrain antéromateux, donc il faut s'intéresser à ce volet-là. Pour le traitement, alors, local, concernant le traitement local, il va se faire selon le stade donc, de notre ulcération. Sachez que l'ulcération, de façon générale, la cicatrisation passe par plusieurs stades. Dans un premier stade, vous avez ce qu'on appelle la phase de détertion. On va juste nettoyer. Alors, dans ce stade-là, on va utiliser des antiseptiques. Alors, les antibiotiques ne s'adressent qu'aux surinfections. Alors, en matière d'antiseptiques, vous avez le permanganate de potassium, vous avez la septidine également, donc l'exométhine. Alors, ils seront toujours utilisés en cours courte. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que sinon, ça va sélectionner. Il y a un risque également d'eczématisation. Donc, pendant cette phase-là, on va faire donc, cette détertion par des antiseptiques. Maintenant, s'il y en a beaucoup de tissus nécrotiques ou de fibrines, il faudra enlever ça. Alors, il faut enlever ça de façon douce, il faut faire attention. Maintenant, il y a des produits qui peuvent entraîner une espèce de liquéfaction de toute cette fibrine et de ce tissu-là. Donc, ça nous évite de faire cette détertion qui est en général mécanique et qui doit parfois se faire carrément en bloc. Hein. Maintenant, si on doit enlever du tissu nécrotique, on ne va pas s'amuser à le faire parce que ça reste assez douloureux. Alors, et puis, on va mettre ces pansements-là qui sont à base d'alginate qui vont absorber donc cette fibrine-là, qui vont la liquéfier et entraîner donc cette détertion. Parce qu'une fois débarrassé de tout ce tissu, parce que ce tissu-là, cette fibrine, cette nécrose, gêne la cicatrisation. Donc il faut toujours enlever, tant que possible, donc ce tissu-là, pour aider par la suite les bords qui vont se rapprocher de bord à bord pour essayer un petit peu de faire cicatriser notre... Donc après cette phase, donc une fois que notre ulcération elle est propre, on va aider donc le bourgeonnement. Cette phase de bourgeonnement, elle va se faire, donc tout à l'heure je vous ai dit, on utilise les pansements, les alginates. Les alginates, si c'est très sointant, sinon on va utiliser les hydrogels. Donc s'il n'y a pas beaucoup de sointement, parce que les alginates, quand vous le devinez, vont venir absorber. Hein. Maintenant, si le sointement n'est pas très très important, on va se contenter d'utiliser les hydrogels. Une fois cette phase passée, il va y avoir ce qu'on appelle la phase de bourgeonnement. Et là, on va utiliser des corps gras à travers l'utilisation du tulle gras. Alors, le tulle gras, il est abandonné. Maintenant, c'est plus les hydrogels. Donc, ces hydrocolloïdes qui vont favoriser donc, le bourgeonnement. Pourquoi? Parce qu'il faut que le fond de l'ulcère soit au même niveau que les bords. Sinon, les bords ne vont pas pouvoir se rapprocher. Maintenant, des fois, il y reste combien de minutes? Parfois, le bourgeonnement est excessif. Donc, et là, dans ce cas-là, on va utiliser du nitrate d'argent des dermocorticoïdes pour essayer donc de mettre tout ça à niveau. Et enfin, va venir la phase de réépidermisation dès que donc, les deux sont au même niveau. Et là, on va utiliser donc des hydrocolloïdes, voire même des greffes, encore des substitutifs de peau. Alors, concernant les facteurs de croissance, on les a essayés, mais ça ne donne pas grand-chose. Les facteurs de croissance,
doivent provenir de la peau. Donc, on ne peut pas donner un facteur de croissance externe, ça ne sert à rien du tout. Donc, vous voyez qu'à chaque phase d'ulcération nécessite un traitement approprié à travers donc l'utilisation soit des hydrocolloïdes, des alginates qui vont être absorbants. Alors, c'est ça, la cicatrisation de l'ulcère, c'est vraiment selon le stade. Donc, si on n'utilise pas le bon